Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de mathématiques du jury CE16 général de la première session de l'année scolaire 2023-2024. Alors pour ne pas avoir une vidéo beaucoup trop longue, je l'ai coupée en deux et donc cette vidéo-ci sera consacrée à la correction des questions de 1 à 5. La première question concerne les statistiques à deux variables. Il s'agit d'une série de questions à choix multiples où vous devez donc justifier la bonne réponse. Première question, un ajustement affine convient au nuage de points suivant. Pourquoi? Alors un ajustement affine, ça veut dire un ajustement suivant une droite. Donc en fait, il faut trouver le nuage de points où les points suivent approximativement une droite et il s'agit bien du deuxième nuage de points. Deuxième question, on vous parle d'une série dont vous connaissez le point moyen dont les coordonnées sont données ici et on vous dit qu'elle est ajustée par une droite d'équation y égale 3x plus b. On vous demande de trouver le b. Alors pour trouver le b, isolons-le. B c'est y moins 3x et cette droite doit passer par le point moyen. Donc ça veut dire que si vous remplacez y et x par les valeurs de x et y, donc du point moyen, eh bien vous allez pouvoir calculer le b et on obtient moins 0,2. Troisième question, on vous donne une série statistique dont on vous donne que les valeurs de x et on vous donne la droite d'ajustement donc qui est donnée ici et on vous demande les coordonnées du point moyen. Alors tout d'abord, puisqu'on vous a donné les x, vous pouvez calculer la valeur moyenne de x assez facilement. Vous faites la somme de ces 6 valeurs-là et vous divisez par 6 et on obtient pour la valeur moyenne de x 6,5. Donc ça veut dire que déjà la deuxième proposition, on peut la supprimer. Ensuite, la droite d'équation, c'est comme ici, la droite d'ajustement ici doit passer par le point moyen. Donc si vous remplacez dans cette équation le x par le x du point moyen que vous venez de calculer, eh bien ça va vous donner le y correspondant, donc par ce calcul-ci. Et donc vous trouvez le y du point moyen 31,575, ce qui vous permet de cocher la bonne réponse. Alors la question du concerne les suites que vous devez bien évidemment, donc cette question, résoudre avec les formules de suite sous peine de nullité. Donc il n'est pas question de faire un raisonnement alternatif, vous devez vraiment utiliser les formules de suite dans ces questions-ci. On dispose des boîtes de conserve pour construire un chamboule-tout. Comme l'indique la figure ci-dessous, l'étage supérieur ne contient qu'une seule boîte. Et on vous parle d'un chamboule-tout qui contient 27 rangées. Combien a-t-on disposé de boîtes dans la rangée inférieure? Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez créer une suite qui indique le nombre de boîtes qu'il y a par étage. Et donc, à l'aide de ce dessin, vous pouvez donc déterminer que U1 est égal à 1, que U2 est égal à 3, puisqu'il y a 3 boîtes dans le deuxième étage, et U3 est égal à 5. Ça vous permet de remarquer que pour passer d'un U à l'autre, eh bien vous additionnez toujours 2, ce qui indique qu'il s'agit d'une suite arithmétique de raison 2. Si on vous demande combien il y a de boîtes dans la 27e rangée, eh bien vous devez utiliser la formule qu'on appelle donc la formule du nth terme, que je vous rappelle ici. UN est égal à U1 plus N-1 fois R. Il suffit d'appliquer cette formule au cas précis de cet exercice, donc où U1 vaut 1, où le N vaut 27, donc N-1 26, et où la raison vaut 2, et vous obtenez la réponse 53 boîtes. Et puis on vous demande, toujours par rapport à ce chamboule-tout de 27 rangées, combien de boîtes sont utilisées au total. Alors à ce moment-là, vous devez utiliser la formule dite de la somme des n premiers termes, et n ici sera 27, donc puisqu'on a 27 rangées, et elle est donnée par cette formule-ci que vous pouvez appliquer directement, puisque vous connaissez tous les paramètres, donc vous pouvez calculer S27 en faisant 27 demi fois U1 qui est 1, et le U27 que vous venez de calculer au point précédent et vous trouvez 729 boîtes. Dans le petit c, on vous dit qu'on a réalisé un chamboule-tout avec au total 3025 boîtes et on vous demande combien il y a de rangées. Donc en fait, le problème est un petit peu inversé, c'est-à-dire que vous avez toujours cette formule-ci, mais cette fois-ci, vous connaissez le SN, mais vous ne connaissez pas le N. Donc il y a 3025 boîtes au total et on vous demande combien il y a de rangées. Le problème, c'est que si vous devez utiliser cette formule sous cette forme-ci, eh bien, vous avez une inconnue supplémentaire parce que si vous ne connaissez pas le N, vous ne connaissez pas le UN. Donc une manière de contourner ce problème, c'est de remplacer UN dans cette formule par son expression ici
et vous obtenez alors la formule suivante qui ne dépend alors que de U1 et de la raison et de n et non plus de UN. Donc, cette formule-ci, je peux l'utiliser dans le petit c en remplaçant donc les paramètres que je connais par leur valeur. Donc Sn vaut 3025, n je ne connais pas, U1 je le connais, donc 2 fois U1 ça fait 2. Et ensuite j'ai la raison ici qui vaut 2, 2 fois n-1, donc ça fait 2n-2. On remarque que 2 moins 2 ça fait 0 et que le facteur 2 ici va se simplifier avec le dénominateur ici. Et donc cette expression se simplifie simplement en n carré. Donc 3025 est égal à n carré. Il suffit de prendre la racine carrée de 3025 pour trouver la valeur de n. Et nous avons 55 rangées dans notre chamboule-tout. On continue toujours avec les suites. On vous dit que l'équipe des jurys observe le nombre de candidats lors des 3 derniers cycles. 2021, 8000 candidats. En 2022, 9200. En 2023, 10 580. Et on vous demande ce qui va se passer en 2024 si on suppose que la progression continue suivant la même loi. Donc vous devez d'abord identifier le type de progression. Alors on voit très facilement que pour passer de 8000 à 9200, on a additionné 1200, mais que si on additionne 1200 à 9200, on n'obtient pas 10 580. Donc il ne s'agit pas d'une suite arithmétique. Donc c'est probablement une suite géométrique. Pour le vérifier, ce que vous faites, c'est que vous allez calculer le rapport entre 9200 et 8000, ce qui va vous permettre de voir par combien on multiplie 8000 pour obtenir 9200. Et il faut qu'on ait le même rapport lorsqu'on regarde donc le rapport de 10 580 divisé par 9200. Et c'est bien le cas, donc on vérifie ce calcul, on obtient 1,15, ce qui veut dire que ces trois nombres sont en progression géométrique avec une raison de 1,15. Sachant cela, je peux calculer le nombre de candidats que l'on peut attendre en 2024 grâce à la formule du nème terme, qui est donc celle-ci, UN est égal à U1 fois la raison exposant n-1, ou bien on peut calculer UN à partir simplement du terme précédent que l'on multiplie simplement par Q. Et donc dans ce cas-ci, c'est ça qui est le plus facile à faire, c'est de prendre donc la justification du calcul de la raison ici, et ensuite de partir de ce 10 580, de le multiplier par la raison pour obtenir le nombre de candidats qu'on peut attendre en 2024. Et dans la dernière question de suite, on vous demande combien de candidats il y a eu au total depuis 10 ans si on considère que cette même progression que l'on a ici dure depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis 2014. Alors pour faire ça, on va avoir besoin de déterminer un premier terme. Donc je vais considérer que 2014 c'est l'année numéro 1 et 2023 c'est l'année numéro 10. Alors pourquoi je dois faire ça? Parce que la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, la formule dépend de U1. Donc je vais avoir besoin d'abord de U1, c'est-à-dire de U en 2014. Pour le calculer, je vais utiliser cette formule-ci à partir d'un UN que je connais, donc par exemple celui de 2023 qui est U10. Je vais pouvoir calculer U1 en faisant UN divisé par Q exposant n-1 et je prends donc n est égal à 10 comme ici. Donc je vais faire 10 580 qui est mon U10 que je vais diviser par la raison exposant 9 puisque ici j'ai n-1 et ça me donne 3007. Ce 3007 peut alors être introduit dans la formule Sn pour calculer donc S10, la somme des 10 premiers termes. Je connais tout, je connais U1, je connais la raison, je connais N, et donc il n'y a qu'à calculer ceci à la calculatrice, et ça me donne 61 053 candidats depuis 10 ans. Alors là, j'ai quand même un petit dilemme, parce que lorsque je vais faire ce calcul ici de U1, je ne vais évidemment pas du tout obtenir un nombre entier, donc il y a très peu de chances qu'un 1,15 exposant 9, quand je vais l'utiliser comme diviseur, il y a très peu de chances que 10 580 divisé par ce nombre-là me donne un nombre entier. Donc ici, j'ai effectué un arrondi puisqu'il s'agit d'un nombre de candidats et le nombre de candidats est évidemment un nombre entier. Mais si je n'arrondis pas et que j'utilise toutes mes décimales ici dans cette formule-là, je vais bien évidemment obtenir une autre valeur que 61 053. Je vais en fait obtenir 61 063, ce qui fait quand même
une petite différence. Et donc là, avec les corrections que j'ai eues du jury central, je ne peux pas voir exactement quelle réponse les correcteurs attendaient. Mais bon, pour moi, les deux se justifient. Donc la version arrondie ou la version non arrondie, pour moi, peuvent être considérées comme correctes. Alors, on passe à de l'analyse avec la question concernant les asymptotes et les limites. On vous demande d'abord de calculer les limites suivantes, de faire une éventuelle distinction entre limite à gauche et limite à droite si c'est nécessaire, et on suppose que les conditions d'existence ont déjà été posées. Donc ça, c'est chouette, c'est déjà quelque chose qu'on ne doit pas faire. Donc, on peut se lancer directement dans le calcul de limite. La première chose à faire pour faire un calcul de limite, c'est de remplacer x par la valeur qui est indiquée ici et de voir ce que ça donne. Alors, dans le premier cas, ça va me donner un 4 sur 0, donc ça veut dire que ça va me donner une valeur infinie. Mais je dois pouvoir faire la distinction entre plus l'infini et moins l'infini, donc je vais faire une étude de signes. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Soit on fait l'étude de signes de la fonction complète, soit on fait simplement l'étude de signes du dénominateur et on raisonne en fonction. Moi, personnellement, j'aime bien faire l'étude de signes de la fonction complète, parce que si jamais dans la suite de l'exercice, on doit dessiner un graphique ou une esquisse de la fonction, le fait d'avoir déjà fait l'étude de signes de la fonction complète est un avantage. Donc moi, j'aime bien de faire l'étude de signes de la fonction complète. Donc j'ai mon numérateur 3x plus 1 qui va s'annuler pour la valeur de x égale à moins 1 tiers, avec évidemment la règle de signe du premier degré que vous voyez ici. Et vous avez votre dénominateur qui va s'annuler pour les valeurs de x moins 1 et 1, avec son étude de signe du second degré qui est là. Et au total, nous avons ceci. Ce qui va m'intéresser dans ce tableau de signes, c'est évidemment ce qui se passe autour de la valeur 1, puisque c'est la limite de la fonction pour x tendant vers 1 qui m'intéresse. Donc je vais venir voir ce qui se passe ici, et je vois que avant 1 ou après 1, donc à gauche de 1 ou après 1, j'ai un autre signe, donc je suis obligé de faire la distinction dans le calcul de la limite, de faire la distinction entre limite gauche et limite droite. La limite à gauche de ma fonction sera moins l'infini, puisque j'ai ici un signe moins, et la limite à droite sera plus l'infini, puisqu'ici j'ai le signe plus. Donc faites bien attention à bien faire la distinction entre limite gauche et droite et à utiliser les bonnes notations pour les indiquer. Dans le deuxième exercice, on vous demande une limite pour x tendant vers 0. Donc, premier réflexe d'abord, je remplace x par 0 et je vois ce que ça donne. Donc, je vais obtenir les ln de 1 sur 0. ln de 1, c'est 0, donc j'ai un 0 sur 0. Donc, j'ai une indétermination que je vais devoir lever et je vais devoir la lever à l'aide de la règle de L'Hopital que je vous rappelle ici. C'est-à-dire que la limite du quotient de deux fonctions est égale à la limite du quotient des dérivées respectives de chacune des deux fonctions. Et donc, c'est de cette manière-là que je vais pouvoir lever cette indétermination. Donc, je reviens à l'expression de ma fonction ici et je vais dériver le numérateur et le dénominateur séparément l'un de l'autre. J'obtiens ceci, donc il faut pour ça, bien évidemment, pouvoir dériver la fonction ln qui va vous donner donc 1 sur x, donc ici 1 sur 3x plus 1, mais ne pas oublier de multiplier par la dérivée de 3x plus 1. Donc je vais avoir 3 sur 3x plus 1. La dérivée du dénominateur est plus simple, il s'agit d'un simple polynôme. Une fois que vous avez fait cette dérivée, donc du numérateur et du dénominateur, vous pouvez remplacer x par 0 et voir ce que ça donne. Et donc dans ce cas-ci, ça va me donner une valeur, donc l'indétermination est complètement levée et j'obtiens comme valeur moins 3. La question suivante concerne la recherche d'asymptotes de la fonction particulière qui vous est donnée ici. On vous demande d'abord de déterminer l'équation éventuelle de l'asymptote verticale et de justifier évidemment par un calcul de limite. Donc pour trouver les asymptotes verticales, vous allez chercher les conditions d'existence de votre fonction. Ici, vous avez que le dénominateur doit être différent, que x doit être différent de moins 2 pour que votre dénominateur soit différent de 0. Et c'est évidemment dans cette valeur particulière de x là que nous allons vérifier s'il n'y a pas par hasard une asymptote verticale. Pour ce faire, on calcule la limite de la fonction pour x tendant vers moins 2. Je remplace x par moins 2 et j'obtiens 3 sur 0, donc j'obtiens effectivement une valeur infinie, ce qui signifie que nous avons bien une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 2. On vous demande de chercher l'équation éventuelle de l'asymptote horizontale. Pour trouver une asymptote horizontale, on calcule la limite de la fonction pour x tendant vers plus ou moins l'infini. Donc, il s'agit d'une fonction qui est un quotient de polynôme. Et dans ce cas-là, je peux
faire mon calcul de limite en me limitant, donc en me concentrant uniquement sur le plus haut degré du numérateur et le plus haut degré du dénominateur. Je peux faire une petite simplification et j'obtiens comme réponse que la limite de cette fonction, c'est plus ou moins l'infini. Si la limite de la fonction, c'est plus ou moins l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Si j'obtiens ici une valeur réelle, alors oui, il y a une asymptote horizontale. Donc, pas d'asymptote horizontale, ça indique peut-être qu'il y a une asymptote oblique. Et oui, il y a une asymptote oblique. Je remarque ça tout de suite parce que le degré de mon numérateur est 1 degré au-dessus, 1 degré supérieur au degré de mon dénominateur. Donc, je suis sûre qu'il y a une asymptote oblique. Je peux la trouver en faisant une division euclidienne de polynômes. Et ici, j'aime beaucoup cette méthode-ci parce que vu la forme du dénominateur, je peux faire une division par la méthode de Horner. Si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous invite à venir voir ma vidéo à ce sujet. Donc c'est très facile. Quand on connaît cette méthode d'Horner, c'est très très rapide. Donc j'applique la méthode de Horner et je vais trouver ici en bas sur la dernière ligne les coefficients du quotient de la division, et ce quotient est en fait l'asymptote oblique. Et donc je trouve pour l'asymptote oblique y est égal à x moins 3. Question de dérivée maintenant. On vous donne une fonction f et on vous donne le graphique de sa dérivée. Donc faites bien attention, ce graphique, ce n'est pas la fonction, c'est la dérivée. Et pour être bien sûr que vous lisez bien le graphique, on vous précise ici toute une série d'informations, sachant que f' admet un maximum en x est égal à moins 1,5, que la courbe coupe l'axe des abscisses en moins 0,5 et l'axe des ordonnées en moins 1. Et on vous demande quelle est la bonne affirmation. Bien sûr, vous devez justifier. Et donc, dans les propositions, ici, on vous parle de maximum et de minimum. Donc, à vous de vous rappeler ce que ça signifie en termes de dérivée lorsque votre fonction f admet un maximum et un minimum. Et bien évidemment, il faut que votre dérivée s'annule. Donc, lorsqu'une dérivée s'annule, vous aurez une tangente horizontale qui est une condition pour avoir un maximum ou un minimum. La dérivée s'annule lorsque x vaut moins 0,5. Donc avec ça, vous pouvez déjà barrer deux des propositions. Il n'y aura certainement pas de maximum ou de minimum en moins 1 ou moins 1,5. Pour faire la distinction entre le maximum et le minimum, vous devez aller regarder le signe de la dérivée. Donc la dérivée, elle s'annule en moins 0,5, mais à gauche de moins 0,5, la dérivée est positive, ce qui indique une fonction croissante, et à droite de moins 0,5, la dérivée est négative, ce qui indique une fonction décroissante. Donc si vous avez une fonction qui est d'abord croissante et puis décroissante, eh bien c'est qu'elle passe par un maximum. On continue toujours sur le thème des dérivées, mais cette fois-ci avec un problème d'optimisation. On vous donne donc une figure que l'on vous décrit ici. Nous avons un triangle rectangle, on choisit un point M sur la droite AC qui est là, et on construit un rectangle ici. Alors évidemment, je vais essayer d'agrandir un petit peu ce dessin, même si le scan du document PDF n'est pas très clair, on voit quand même un petit peu mieux là-dessus. Première question, on vous demande de déterminer l'équation de la droite AC, donc la droite oblique qui est là. Déterminer une équation de droite, vous avez besoin de deux paramètres, la pente, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, vous la trouvez ici, c'est 6. Et pour trouver la pente, bien, vous choisissez deux points sur votre droite. Vous choisissez des points à l'intersection des quadrillages, comme ça c'est facile. Moi je prends celui-ci et celui-ci. Et vous voyez, pour passer de l'un à l'autre, vous allez 4 carrés vers la droite et 3 carrés vers le bas. Donc ça indique une pente de moins 3 quarts. Donc votre équation, eh bien, vous l'avez immédiatement sans trop de calcul. Y est égal à moins 3 quarts de x plus 6. On vous demande ensuite de trouver une formule qui donne l'aire du quadrilatère PNMB en fonction de la position de M. Et cette position, en fait, va être donnée par x. Donc, M est un point qui est là, et le segment BM ici, on va appeler ça x. Donc, si vous avez besoin de l'aire du rectangle vert, eh bien, vous allez devoir multiplier cette valeur x par la valeur y de n, donc c'est-à-dire l'ordonnée du point n. Or, ce point n se trouve sur la droite AC, dont vous venez de déterminer l'équation, et donc dont vous connaissez quelque part le y du point n, simplement en faisant moins 3 quarts de x du point n plus 6. Et le x du point n, c'est le même que celui de m. Et donc, votre aire de rectangle sera tout simplement x fois, eh bien, ce y de la droite AC, moins 3 quarts de x plus 6.
Et puis on vous demande de calculer x de manière à ce que l'aire du quadrilatère soit maximale. Alors cette aire ici qui dépend de x, vous allez la considérer comme une fonction. Je vais appeler a de x. Et pour trouver la valeur de x pour que l'aire soit maximale, vous allez devoir passer par la dérivée. Donc on va dériver a, on va calculer a' de x. Ici vous avez un produit, donc vous appliquez la formule de la dérivée d'un produit. Vous obtenez une expression en fonction de x moins 3 demi x plus 6. Et si votre aire doit être maximale, eh bien ça veut dire que la dérivée, elle doit être nulle. Vous devez donc annuler la dérivée et trouver le x qui correspond, et c'est si x est égal à 4. Alors si on veut être totalement rigoureux, on devrait encore faire une étude de signe de a' de x pour bien nous assurer que ce x est égal à 4 correspond à un maximum et non pas à un minimum. D'accord? Donc ça c'est si on veut être totalement rigoureux. Mais j'ai vu dans les corrections de candidats que, le correcteur se contentait de cette justification-là pour donner le maximum de points. Et enfin, la question 5 sur les fonctions trigonométriques. On vous donne un graphique qui représente deux fonctions, la fonction f de x sinus x et une fonction g de x dont l'expression n'est pas précisée. Mais on ne vous dit pas qui est f ou qui est g. Et la première sous-question, c'est de dire quelle est la couleur de la fonction f de x, donc quelle est la couleur de la fonction sinus x. Alors je vais agrandir un petit peu le dessin. Eh bien vous savez qu'une fonction, qu'un sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Et donc la bonne fonction, ce sera la verte évidemment, puisque vous voyez que la valeur minimale de la fonction verte, c'est moins 1. La valeur maximale de la fonction verte, c'est 1. De plus, vous voyez que la période de cette fonction est bien de 2π. Donc la fonction sinus x est bien la fonction verte. On vous demande ensuite de donner la période de la fonction g de x. Donc pour ça, vous devez déterminer la distance qui existe entre, par exemple, deux maximums de la fonction. Vous pourriez aussi prendre deux minimums, hein. Ça c'est pareil. Et puis cette distance-là, vous devez bien évidemment la mesurer en fonction de la graduation de votre axe. Et ici, il est facile de voir que cette longueur-là représente exactement pi. Donc la période vaut pi. L'amplitude de la fonction g de x maintenant, eh bien vous allez la trouver en mesurant donc la valeur maximale de cette fonction-là et on obtient comme amplitude 2. Et puis on vous demande de donner l'expression analytique de la fonction g de x. Alors pour la trouver, moi j'aime bien passer par les transformations graphiques d'une fonction. Je vais me demander quelles sont les différentes manipulations que je dois effectuer à ma fonction verte pour obtenir la rouge. Alors, il n'y a pas qu'un seul bon ordre, hein, on pourrait le faire de plusieurs façons différentes. Mais donc, moi, je le fais dans cet ordre-là. Je pars de ma fonction sinus x. Donc, ce raisonnement-là, je peux faire sur ma feuille de brouillon. Hein. Je pars de ma fonction sinus x. Et puis, pour passer à la fonction rouge, eh bien, tout d'abord, je dois diviser ma période par 2, puisque la fonction rouge a une période de pi, alors que la fonction sinus x a une période de 2π. Donc si ma période a été divisée par 2, ça veut dire que mon x a été multiplié par 2 dans l'expression de la fonction. Ensuite, l'amplitude passe d'une amplitude de 1 pour le sinus à une amplitude de 2 pour ma fonction rouge. Donc ça veut dire que toute ma fonction a été multipliée par 2. Et ensuite, on peut remarquer que la fonction rouge, par rapport à la verte, hein, a été décalée de 1 carré, sachant que pi vaut 4 carrés, donc ça veut dire qu'elle a été décalée de pi sur 4 vers la droite. Donc pi sur 4 vers la droite, ça veut dire qu'on a soustrait pi sur 4 à x. Et ça vous donne donc l'expression finale de ma fonction g, donc qui a subi 3 transformations à partir de la fonction de sinus x. Et donc vous pouvez réécrire cette expression ici, g de x. Personnellement, je trouve ça plus joli quand on distribue ce 2 sur la petite parenthèse, mais ça, c'est au choix. Je suis certaine que si vous aviez écrit cette réponse-ci, ça aurait été tout à fait valable. Voilà, j'espère que cette correction vous aide dans votre préparation. Je vous donne évidemment rendez-vous pour la suite de la correction des questions 6 à 10 dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite bon travail et puis bonne chance à l'examen.